résistance est que de ne pas, les Congolais ne soient pas complices. La résistance est que évitons les négociations inutiles, comme en 2009, les accords où on a fait des brassages, les accords où on a permis qu'on puisse donner 43% à une communauté touti pour gérer la sécurité de l'Est, où on a introduit même Tanganyika, qui n'a rien à voir à l'Est. Le brassage où nous avons vu un caporal rwandais, Bosco Tangana, bombardé général ici chez nous, mais une fois la CPI lui-même dit je suis caporal rwandais. Vous imaginez ça, ce sont des humiliations. C'est pour la première fois pendant plus de 25 ans, 30 ans, que Kagame fait des déclarations aux médias pour la guerre de l'Est. Avant, il ne disait rien. La pression est tellement forte du président de la République sur Kagame et que nous devons ajouter cette autre pression pour qu'en fait, le monsieur se sent traqué comme un rat. Nous devons le traquer. Les Congolais doivent se réveiller. Au lieu de passer le temps, quand vous regardez les réseaux sociaux des Congolais, nous sommes un pays en guerre. Nous sommes en train d'être balkanisés. Mesdames et messieurs, vous êtes nombreux à nous suivre à travers le pays et le monde. Vous êtes dans votre magazine Questions d'actualité, génocide au Congo pour votre confort. C'est le nouvel ouvrage de Claude Maluma, un opérateur économique, en même temps culturel, je dirais politique, à ne plus présenté en République démocratique du Congo. Il est président de la Chambre des commerces, Investissement Congo d'abord, IVCD. Il est patron du groupe Maluma, donc l'administrateur général du groupe Maluma. Il est économiste de formation. Il est détenteur d'un diplôme des hautes études commerciales qu'il a obtenu au HEC Montréal, au Canada. Claude Maluma, il est également un entrepreneur stratégique, un entrepreneur intrépide et brillant, spécialiste en gestion des entreprises, marketing, stratégie et communication. La liste n'est pas exhaustive. Claude Maluma, vous êtes l'auteur des génocides au Congo pour votre confort. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Première question, pourquoi avoir attendu 30 ans, attendu si longtemps, parce que la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo a pris 30 ans, depuis le génocide de 1994, 30 ans après, vous rédigez un ouvrage sur les affres de la guerre dans l'Est de la RDC. Pourquoi avoir attendu si longtemps? Nous avons pu avoir à regarder, à observer, et le massacre, nous avons de 2013 en 2023, nous avons observé dans notre pays, il y a eu plus de 617 massacres selon le rapport de l'ONU, et nous en avons plus. Il y a eu des meurtres, il y a eu des viols qui pinçaient le cœur, et nous avons compris que la guerre ne venait pas que du Congo ou des rebelles qu'on nous présentait, ça venait d'autres. Et nous avions eu besoin d'expliquer la réalité. C'est pour le confort des autres personnes. Ce n'est pas pour notre confort qu'on est en train de nous tuer. On a voulu percer le mystère de cette guerre qui ne dit pas son nom. Voilà, c'est ce qui nous a poussé pendant 4 ans des rédactions, des recherches, des fouinements pour enfin aboutir à ces livres que vous avez entre vos mains. Parler des génocides au Congo pour votre confort. En d'autres mots, les malheurs des uns fait le bonheur des autres, c'est ça? C'est-à-dire, dans notre travail, nous avons découvert que le confort pour avoir les téléphones, les matières premières devaient venir du Congo, les coltans, les polychlores, les thym, tout ce qui est comme matière pour, pas seulement les téléphones cellulaires, les appareils médicaux sophistiqués, la NASA en a besoin, les voitures électriques, les batteries, tout doit venir du Congo. En fait, je me souviens en 2004, j'ai été contacté quand j'avais mon bureau à Montréal, j'ai été contacté par un consortium des avocats, en tête il y avait Maître Jacques Bouchard, qui m'ont proposé pour qu'en fait, le Premier ministre canadien Jean Chrétien à l'époque puisse visiter le Congo pour besoin d'investissement parce qu'ils ont une agence canadienne de développement international qui devait investir au Congo. Et j'ai eu l'entretien, c'est moi qui ai fait que pour que le Premier ministre Jean Chrétien puisse venir au Congo. Vous avez facilité... J'avais facilité cela à partir de mon bureau. Et quand on est arrivé au Congo, l'entretien que j'ai eu avec M. Jean Chrétien avant de venir, il m'a dit un jour, Monsieur Maluma,
le Congo, c'est un patrimoine mondial. Si vous n'en prenez pas soin, nous allons prendre soin pour vous. Ça veut dire que les Congolais doivent prendre conscience C'est du interpellateur. destin Ouais. de leur pays. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas nous laisser tranquilles. Pour eux, c'est un coffre-fort mondial. Et en réfléchissant avec les massacres, j'ai vu que les paroles que l'ancien Premier ministre m'avait dit, canadien, j'ai vu que les paroles là étaient en train de se réaliser dans mon pays, où on tuait les femmes, on violait les enfants, on nous massacrait comme des animaux. Il n'y avait pas de raison de ne pas pousser plus loin, savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Monsieur Claude Malouma, j'ai parcouru votre livre, c'est 382 pages, c'est un livre très volumineux, une mine d'or. Vous parlez de tout. Bien sûr que le gros du livre porte sur les massacres qui est en train d'être perpétué en silence dans la partie est du pays. Vous parlez économie, vous parlez diaspora. Je voudrais rebondir sur un aspect qui m'a beaucoup touché quand j'ai parcouru, quand j'ai lisé le livre. À la page 12, vous dites dans le livre, vous avez écrit que chaque mine a sa signature. Vous pouvez nous expliquer ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans chaque mine que nous avons en République démocratique du Congo, déjà, quand il y a eu l'évasion de l'AFDEL, vous avez vu que Mouzé Kabila, qui était considéré comme porte-parole, il y avait un plan. Là, c'est en 97. Oui, 97. Les gens doivent savoir, quand le président Mobutu disait que après moi, ça sera le déluge, il avait un chef de l'État, c'est celui qui est le mieux informé de tous, et on devrait savoir que depuis ces temps-là, il y avait des informations d'un plan de l'Empire Toutiéma qui devait s'étendre sur la République démocratique du Congo, qui devrait aller occuper toute l'Afrique centrale. C'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, Brazzaville, l'Angola, partout, là où ces gens sont en train de se propager. Et que c'était dans l'esprit là qu'ils avaient préparé, c'est un arrangement qui a été ourdi, un plan bien ficelé depuis longtemps. Et nous, on était distraits. Et vous allez remarquer que le président Kabila arrivé à Lubumbashi, quand il a dit qu'il est devenu président de la République, dont il a surpris tout ce monde-là, on lui a imposé de signer des contrats de 200 millions de dollars avec les miniers américains d'Arkansas, dont le président s'appellerait Bill Clinton, originaire d'Arkansas. Donc, tout ce plan, ça a été préparé. Donc, ces minéraux-là ont des signatures. C'est pour ça que les grandes multinationales qui existent aujourd'hui aux États-Unis, Apple en l'occurrence, comme vous avez vu, la République démocratique est en train de poursuivre cela. Donc, les avocats ont vu ce qu'on a écrit, ce qu'on a pensé, et c'est la réalité. On a fouiné, on a trouvé que notre pays est victime d'un complot qui ne dit pas son nom par rapport à d'autres guerres. Victime d'un complot qui ne dit pas son nom, vous avez parlé justement de Apple, la République démocratique du Congo, notamment des avocats congolais qui ont porté plainte contre Apple du fait que les minéraux utilisés dans la fabrication de ces appareils électroniques, de ces téléphones, ce sont des minéraux décents, des minéraux qui proviennent de la RDC, et cela doit cesser. Et vous êtes d'accord pour cette démarche? Oui, je suis très d'accord, mais ce sont des choses que j'ai demandées même dans le livre. Parce que vous savez, dans cette aventure, les gens sont en train de penser que notre pays, les Congolais sont distraits. On nous a amené la distraction et que nous restons dans la distraction alors qu'on est en train de faire un plan de la balkanisation de notre pays devant nous, sous nos nez. Alors, c'est pour cela, vous voyez, que nous avons eu cette guerre avec M. Kagame, les criminels de son État, qui est le bras séculier de tout ce pays qui en veulent en République démocratique du Congo. Ils ont nommé leur gendarme qui est en train de faire des crimes. Sinon, vous n'allez pas comprendre, vous n'allez pas m'expliquer comment se fait-il au Sahel, quand un président au Sahel essaie de bousculer, on les sanctionne. Le Mali, le Niger, mais regardez Kagame, il a tué plus de 15 millions de Congolais. Je ne sais pas si vous réalisez c'est quoi 15 millions de Congolais, de personnes vivantes. Alors 15 millions de Congolais et jusqu'aujourd'hui, Kagame, personnellement, n'a jamais été sanctionné de quoi que ce soit. Mais comment expliquer justement ces phénomènes? Parce que sur votre page de couverture, le livre vous appartient quand vous les rédigez, une fois terminé, il ne vous appartient plus. Chacun va les consommer à sa manière et interpréter parfois certaines phrases à sa manière.
Sur la page de couverture, voilà, on a écrit génocide au Congo pour votre confort. Je vois, il y a les drapeaux de plusieurs puissances mondiales. Je vois les drapeaux des États-Unis, les drapeaux de la Grande-Bretagne, de la France, ainsi de suite. Et pourquoi avoir mis en exergue les drapeaux de ces pays sur la page de couverture? Ce sont principalement des pays qui soutiennent le Rwanda. Ce sont principalement des pays qui favorisent les massacres au Congo à travers le Rwanda. Vous avez vu dernièrement, après notre sortie des livres, parce que je sais que nous avons eu le combat pour sortir les livres, je sais que les services rwandais ont ces livres, et je vous dirai des preuves, et ils savaient que Kagame lui-même a déclaré dernièrement que ce n'est pas moi, on m'accuse que moi, ce n'est pas moi, c'est les Occidentaux qui en profitent plus du minerai du Congo. Donc je n'ai dit que la vérité. Donc vous avez compris. Donc ils savent que nous devons bousculer. C'est pour cela dans ces livres, on rappelle à la conscience congolaise. On dit que les Congolais doivent se réveiller. Les Occidentaux n'aiment pas que les crimes qu'ils sont en train de commettre dans d'autres continents puissent se savoir dans leur communauté, c'est-à-dire dans leur population. C'est ainsi que nous, en apportant cette lumière détaillée dans ces livres, pour qu'en fait, nous puissions, que les livres puissent être dans leur société. La guerre, elle est multinationale. Elle est multiple dans plusieurs façons qu'il faut faire la guerre. Nous faisons la guerre avec le livre. Nous devons lire. Nous devons acheter ces livres pour donner cadeau aux décideurs occidentaux, à la population occidentale, qui puissent lire, qui puissent voir ce que leur communauté est en train, leur politique, leurs entreprises, leurs multinationales sont en train de faire chez nous les Congolais. C'est le plus grand génocide jamais organisé, planifié dans le monde, que ce qui se passe en République démocratique du Congo, qui a d'ailleurs été toujours victime en 2008-2009 à l'industrialisation des pneus, des voitures. Nous avons été victimes par le roi Léopold II. On nous a coupé les mains pour les VA. Et quand vous arrivez à la guerre de 40-45, nous avons été victimes. L'uranium qui est utilisé pour la bombe d'Hiroshima, ça provenait du Chikolombo et de la RDC. Donc nous sommes les centres du monde. Les Congolais, beaucoup de Congolais ne prennent pas conscience de cela et nous devons faire ce genre de rappels parce que vous voyez les adversaires qui sont devant nous, ils ont l'armée numérique avec qui ils utilisent pour inféoder, pour propager des messages. Dernièrement, aux États-Unis, des universitaires ont dénoncé cela, qu'ils ont découvert qu'aux États-Unis, il y a plusieurs 400 comptes, des faux comptes rwandais par le Rwanda pour propager des fausses nouvelles. Et malheureusement, beaucoup de Congolais tombent dans ce piège-là, même pour notre pays. Mais si de l'autre côté, il y a des armées numériques qui sont en train d'être montées, créées, mais pourquoi pas ne pas monter aussi des stratégies à l'interne au niveau du pays pour notamment sensibiliser la population de comprendre les enjeux de cette guerre? Ben, je vous remercie, vous êtes là, vous êtes en train de sensibiliser déjà, que chacun dans son domaine puisse prendre sa responsabilité. Nous devons être dans l'unisson pour ne pas sombrer ensemble, que chacun dans son coin, dans son domaine. On n'est pas obligé pour faire quelque chose être ministre et c'est président de la République, être premier ministre. Nous sommes un pays en guerre où nous devons être dans l'unisson pour ne pas sombrer tous. Voilà un peu, c'est ça que nous faisons. Nous sommes en train de sensibiliser comme on est là. Les gens doivent lire, comprendre. Et nos enfants, Lumumba disait que l'histoire du Congo sera écrite par ses propres enfants. Et c'est ça que vous êtes en train de faire. Je suis l'un de ces enfants qui a réalisé que notre histoire a souvent été faussée. La version congolaise a toujours été faussée par l'écriture d'autres personnes. Ils parlent de notre guerre, de leur façon, de leur entendement. Ils ne vivent pas dans leur chair. Moi, je suis un Congolais qui vit ça dans sa chair. Et ce que je dis ici, c'est la version congolaise. D'ailleurs, je vous dis, ce livre qui est vendu à Amazon, beaucoup de gens qui ont acheté. J'ai eu un coup de fil d'un député ou ministre canadien, avec des amis qui étaient avec lui, qui m'a dit, pour la première fois, j'ai entendu la version congolaise. J'étais content qu'un officiel d'autres pays puisse dire que c'est la première fois que j'ai entendu la version congolaise. Tout ça, c'est un livre écrit par un Congolais, témoin oculaire des événements récents du pays, de la guerre, dans son pays. Voilà. Mais est-ce que vous avez un accompagnement des autorités locales? Parce que c'est quand même un livre très riche. Moi, je l'ai parcouru. C'est une mine d'or en termes d'information, en termes d'éléments d'information.
sur la guerre que la République démocratique connaît dans sa partie Est. C'est vraiment très fouillé. J'ai vu même la liste des généraux rwandais que vous avez publié dans ces livres, des généraux qui sont en train de participer à l'extermination. On a mis leurs photos et leurs noms pour la première fois que ces généraux sont déballés de si bonne manière. Et vous avez même démontré noir sur blanc, celui qui dirige Bunagana, la première cité à être tombée dans l'aventure du M23, c'est un général rwandais. Oui, c'est pour la première fois. Quand on est tenté de chercher des preuves, le général que nous avons mis, c'est un général rwandais, c'est lui qui dirige Bunagana. C'est un général rwandais, sa photo est là, ses fonctions au Rwanda. Son nom est ma cité, vous l'avez vu. Donc nous avons utilisé leur méthode à eux. Eux, ils cherchent, ils pensent qu'ils sont intelligents à nous infiltrer pour avoir nos informations. Nous avons aussi utilisé leur méthode à eux pour avoir les informations chez eux. Et nous avons eu ces informations qui nous ont servi à bien écrire notre livre. Est-ce que vous n'êtes pas inquiété parce que quand on touche à des sujets sensibles comme ça, que d'aucuns considèrent comme sensibles, et il y a des menaces téléphoniques, est-ce que vous n'avez pas été inquiété, vous n'avez pas peur par rapport à ce que vous faites? Non, mais si on a peur, si Lumumba avait peur, si nos pères d'indépendance avaient peur, nous ne serons pas libres aujourd'hui, nous serons colonisés jusqu'aujourd'hui. Je suis un Congolais qui croit à mon pays. Nous ne pouvons pas. Pourquoi pas les Rwandais doivent avoir peur de nous? Pourquoi nous on doit avoir peur d'eux? Vous savez, c'est vrai que pour sortir les livres, c'est là où j'ai senti que j'avais raison d'écrire les livres. Nous arrivons en France pour sortir les livres, nous avons eu 5 maisons d'édition qui nous ont dit non, les sujets rangés, le Rwandais, on ne touche pas. Et nous croyons que c'était de la blague. Nous avons tenté, on a dit bon voilà, jusqu'à ce qu'on a trouvé l'éditeur avec qui on a travaillé, on a sorti, c'est d'ailleurs l'une des raisons que le livre est sorti sur Amazon. Parce que même pour faire passer à vendre dans des réseaux libraires comme Fnac, comme Hachette et tout, on nous a fait comprendre que quand on parle du Rwanda, c'est difficile, c'est impossible. Et nous avons utilisé, ils sont surpris d'ailleurs comme le livre est sorti. Nous avons sorti par Amazon et nous avons des livres à qui nous attendons faire le vernissage ici d'abord au Congo pour aller autre part. Pour l'accompagnement, je pense que nous avons l'accompagnement du commandant suprême. Et nous avons... Vous voulez parler du chef de l'État? Le chef de l'État, qui est un Congolais, un patriote qui se bat pour le pays. Oui, oui. Et il a ses livres. C'est pour la première fois pendant plus de 25 ans, 30 ans, que Kagame fait des déclarations aux médias pour la guerre de l'Est. Avant, il ne disait rien. La pression est tellement forte du président de la République sur Kagame et que nous devons ajouter cette autre pression pour qu'en fait, le monsieur se sent traqué comme un rat. Nous devons le traquer. Les Congolais doivent se réveiller. Au lieu de passer le temps, quand vous regardez les réseaux sociaux des Congolais, nous sommes un pays en guerre. Nous sommes en train d'être balkanisés. Il y a un plan de diviser notre pays, de nous séparer. Malheureusement, certains Congolais, politiques, économiques, jouent le jeu du Rwanda. Et ces livres, on peut les trouver dans les bibliothèques au Congo ici, parce que la plupart du temps, quand un livre comme celui-là sort, mais pour les trouver sur le marché, c'est un problème. On essaye, parce que nous, on n'a pas sorti ces livres pour gagner l'argent. On a sorti ces livres pour l'intérêt du Congo. Il n'y a pas d'argent à gagner. Il y a le lot qui va venir. C'est pour cela que nous voulons rencontrer Madame la Première ministre, pour qu'en fait, nous avons donné le livre au président de la République, mais il ne faut pas déranger le président. Le gouvernement, c'est Madame Judith Soumia Toulouka, pour le rencontrer, pour qu'en fait, si on peut vulgariser ces livres, on est prêt à leur donner le fichier pour qu'on imprime. Même l'Hôtel des Monnaies peut imprimer ça pour donner aux écoles, donner même gratuitement. Ça peut être subventionné par le gouvernement pour donner même aux ambassades, donner à ces gens qui viennent nous attaquer. Il y a un lot qui va venir, là où on va organiser le vernissage. Nous espérons qu'ils vont nous accompagner pour qu'en fait, nous parlons le même langage pour notre pays. Mais ce livre est édité en français. Parmi les pays que vous pointez du doigt ici, il y a les États-Unis, là c'est l'anglais, il y a la Grande-Bretagne. Les messages contenus dans ces livres doivent absolument leur parvenir. Vous pensez à... Nous ne sommes pas... Vous nous anticipez. En ce moment, nous sommes en train de parler. Les livres sont déjà traduits en anglais. Et ça va sortir avant septembre. On aura déjà l'édition en anglais. Les livres sont déjà sortis, on a déjà payé, on a tout fait. Les livres sont sortis, va sortir en anglais. C'est pour cela que je vous dis, de notre objectif est que ces pays ici, dans leur terre, qu'on amène ces livres là-bas. Le gouvernement peut nous accompagner pour faire la publicité chez eux, que ces gens se procurent les livres. C'est comme ça on les sort en anglais
pour que ceux pays qui sont anglophones puissent savoir ce que Kagame, M. Kagame est en train de faire chez nous. Vous savez, à chaque fois il y a des crimes. C'est comme à l'Ukraine, la guerre d'Ukraine. Ils donnent des milliards. Mais les Ukrainiens ne sont pas morts plus que nous. On nous tue, à l'Ukraine il y a des milliards. Mais pourquoi pas au Congo? Et vous savez pourquoi je crois cela, que ça va marcher. Vous savez, au moment où les phénomènes combattants que les gens décrivent aujourd'hui, mais moi j'ai toujours dit que la diaspora congolaise a toujours été la diaspora la plus forte dans la haine, dans la douleur. On va y arriver, on parlera ils ont fait quelque chose de la diaspora, mais je voudrais qu'on revienne sur les contenus du livre. Je sais que vous en parlez aussi, parce que le livre ne parle pas que des génocides, on parle des aspects économiques. Vous proposez des choses pour que l'économie de la RDC soit réluisante. Mais je voudrais revenir sur une des recommandations contenues dans ces livres. Vous parlez de la mafia internationale, vous avez parlé des multinationales, parce que le Rwanda constitue aujourd'hui l'arbre qui cache la forêt. Derrière le Rwanda, il y a les bras séculiers. Il y a beaucoup de pays, il y a beaucoup de multinationales qui sont en train d'exploiter nos ressources, nos minéraux. Et vous proposez... Pas exploiter, voler. Voilà. Il faut bien utiliser les mots voler. Merci pour les termes qui sont en train de piller, voilà, pour reprendre vos propres mots, les ressources minières de la RDC. Et vous proposez la résistance. Comment va se faire cette résistance? La résistance, c'est comme celle qu'on est en train de faire aujourd'hui. La résistance, c'est que de ne pas, les Congolais ne soient pas complices. La résistance est que évitons les négociations inutiles. Comme en 2009, les accords où on a fait des brassages, les accords où on a permis qu'on puisse donner 43% à une communauté touti pour gérer la sécurité de l'Est, où on a introduit même Tanganyika, qui n'a rien à voir à l'Est. Le brassage où nous avons vu un caporal rwandais, Bosco Tangana, bombardé général ici chez nous, mais une fois la CPI lui-même il dit je suis caporal rwandais. Vous imaginez ça, ce sont des humiliations. Nous devons éviter ces humiliations. Tangana qui était le patron du CNDP. Voilà. Il a été par la suite général de l'armée congolaise. Et une fois la CPI, oui, une fois la CPI, le monsieur se présente, je suis un caporal rwandais. Vous avez vu Kunda Batware, il a fui où? Au Rwanda. Il dit je suis rwandais. Nous devons arrêter avec ces gens. Aujourd'hui, nous n'avons plus de nouvelles de Voilà, il est au Rwanda. Et donc, voilà, ces genres de choses se sont répétées parce que, à un certain moment, certains de nos dirigeants n'ont pas pris la chose au sérieux. Et quand on commence à faire des choses comme ça, accepter n'importe quoi du Rwanda, c'est pour cela que je soutiens la main ferme du président Tshisekedi. Dans le livre, vous avez vu peut-être un endroit où on a parlé de la politique du main tendu de Félix Tshisekedi, qui était mal comprise. C'est-à-dire, en disant à Kagame, nous sommes pays voisins, nous pouvons travailler ensemble, nous pouvons produire, vous nous cherchez des commissions, vous gagnez, parce qu'on appelle ça dans la politique des win-win. Monsieur Kagame, comme c'est un malin, comme j'explique dans le livre, qui a toujours une idée derrière la tête. En fait, dans leur conception, ce que j'ai découvert, dans leur conception des Rwandais, à chaque fois que vous négociez avec un Rwandais, il a un autre plan derrière la tête que vous n'avez pas dit 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui cache pour vous détruire. Il va vous surprendre. Mais là, Kagame a été surpris de l'intelligence, des malinités de Félix Tshisekedi. C'est ça qui énerve Kagame jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça qu'il déteste le président Tshisekedi. Parce qu'il avait sous-estimé tellement le président Tshisekedi, comme tant d'autres Congolais, et qu'ils sont surpris par des réactions qui a été... Les gens ont critiqué Tshisekedi d'avoir reçu Kagame, mais il a amené jusqu'au bout. Lui-même a dit que Félix Tshisekedi il est imprévisible, hein, c'est un président imprévisible. Voilà. À tout moment, il peut rebondir et il a peur justement. Parce que pour la première fois, un Rwandais est surpris par un Congolais qui a su l'avancer dans ses idées, les surprendre. Alors voilà, et au lieu que nous soyons tous unis pour défendre notre pays, comme les Ukrainiens, comme les Palestiniens, comme les Israéliens, comme d'autres pays, la terre est sacrée. Nous sommes dans la discussion, nous sommes dans l'insulte. C'est le seul pays au monde où on voit nous sommes en état de guerre. Au lieu que les gens soient derrière leur chef de l'État, leur armée, leur gouvernement pour défendre le pays, il y a des gens qui se permettent à insulter leurs autorités, à insulter leur propre armée, à décourager l'armée. Je condamne ça, à décourager l'armée, les militaires qui laissent leurs femmes, enfants, qui sont en brousse. En ce moment, nous sommes en train de parler. Risque des serpents, risque de tout, pour défendre la terre de leurs ancêtres, au lieu qu'on soit dans l'unisson,
de défendre notre pays. Celui-là met une bouteille d'eau, celui-là met $1, d'être derrière le commandant suprême qui est notre président de la République, que vous l'aimez ou pas, aujourd'hui c'est lui le président de la République, ça pouvait être un autre, on allait toujours les soutenir. En temps de guerre, on est dans l'unisson, on est dans ce qu'on peut partir, ce qu'on peut avancer ensemble. Et le malheur est que ces gens, quand ils mettent leur armée numérique pour détruire notre pays, il y a des Congolais qui entrent là-dedans. Claude Malouma, sur la page 177 de votre livre. Je peux? Allez-y, allez-y. Okay. Page 77. Vous avez mis la photo de musée Laurent Désiré Kabila. Un peu plus bas, Idi Kapende, Joseph Kabila. Et vous parlez de la trahison du Congo par l'élite congolaise elle-même. Et cette trahison n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis l'indépendance. Vous allez nous expliquer. Je parle de quoi? Je parle que l'élite congolaise a trahi son peuple. Le peuple, depuis l'indépendance, si vous regardez l'âge moyen des gens qui ont réclamé l'indépendance, de nos pères de l'indépendance, c'est entre 19 et 21 à 22 ans. Ces gens avaient l'idéologie de défendre vraiment l'intérêt de leur pays. Ils étaient jeunes, mais ils étaient en avance dans beaucoup de choses. Mais arrivé à un moment donné, quand le pouvoir a été récupéré par les Congolais, l'élite congolaise a remplacé les colons blancs pour torturer son propre peuple. C'est du néocolonialisme. Voilà. Donc, ils se sont mis à la place du blanc pour torturer leurs propres concitoyens. C'est-à-dire, ça a continué dans les pillages, dans le vol que j'ai dénoncé ici. Vous voyez, l'argent a été pillé, les gens volaient. Et nous avons atteint l'apothéose quand Mobutu parti, il a laissé les mines du Congo intactes, même pas 1 mètre carré vendu. Et aujourd'hui, depuis 18 ans, 20 ans, on a trouvé, il y a des gens qui étaient devenus des propriétaires des mines. Alors que Mobutu a laissé ces pays, même pas 1 mètre carré de mines pour un individu. C'était pour l'État. La GECAMINE, on a décapité cela pour les intérêts individuels. Nous avons vu des gens comme des gens suscités de nulle part, ressuscités de nulle part, des Dan Gettler, devenus des milliardaires au Congo. Nous avons découvert un monsieur comme Dan Gettler qui prend les mines du Congo le moins cher, quelques mois après, il vend ça au milliard, et le milliard pouvait entrer à la caisse du Congo. Nous avons découvert tous les aventuriers des bandits internationaux. C'est là où vous voyez, quand nous parlons des multinationales, c'est là où ils sont enfouis là-dedans, et voilà les conséquences que nous en payons jusqu'aujourd'hui. Et voilà les conséquences que nous payons jusqu'aujourd'hui. Claude Malouma, 30 ans de guerre dans l'Est de la RDC, ça suffit. Mais comment expliquer un pays en guerre, frappé d'embargo pendant 25 ans, même si l'embargo sur les armes a été finalement levé? Comment expliquer? Attention, c'est pas toujours levé. Hein. Parce que maintenant, nous pouvons acheter les uniformes, les effets militaires, mais en indiquant, en retraçant justement l'entreprise. Est-ce que vous voyez, j'ai parlé de ça aussi, vous voyez la complicité, comment ça se passe? Comment un pays agressé, attaqué, on nous tue, on nous massacre, on viole des femmes, mais on vous interdit d'acheter des armes. Et ces gens qui font ça, ils viennent avec des armes, mais on vous interdit d'acheter des armes, de vous défendre. Donc on se défend avec des bâtons, ou je sais pas, ou des braises. Je ne sais pas où, c'est quoi les calculs qui étaient derrière. Voilà là où la complicité, elle est palpable. Jusqu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas acheter des armes sophistiquées. Il y a certaines armes qui ne veulent pas que nous puissions acheter, alors que l'Ukraine, on leur donne toutes les armes que vous pouvez imaginer pour défendre leur pays. Comme si le sang de l'Ukrainien est plus précieux que le sang d'un Congolais. C'est pour cela, la seule solution est que nous soyons tous unis. Si ces gens sentent que nous sommes unis, tout le monde va être derrière pour comprendre que les Congolais sont tellement unis qu'on n'a pas le choix. Tant qu'il y aura des Congolais de pacotilles, les Congolais qui pensent qu'en s'associant avec le Rwanda, en s'associant avec Kagame pour détruire leur propre pays, serait une solution, et ils seront des Congolais utilisés. Ils n'ont qu'à se renseigner. Ceux qui ont été utilisés depuis la RCD Goma jusqu'à aujourd'hui, comment les Rwandais les ont oubliés, jetés dans l'oubliette, comme des pacotis. Vous parlez justement de ces complices-là, notamment... Voilà, ils sont sacrifiés. Parce que je ne vois pas, moi, et aujourd'hui, moi, essayer d'accepter un criminel, c'est lui qui a tué. Parce que ces gens, ils ont senti l'impunité. À chaque fois, il y avait brassage. Ça veut dire que ça permettait de leur blanchir. J'ai tué plus de 1000, 5000, 10 000 personnes. On me blanchit quand il y a une négociation politique. Ils deviennent général, ils deviennent ministre, ils deviennent vice-président de la République. Ça a permis que
l'impunité puisse s'installer. C'est là où, nous, dans ce livre, on encourage le président Tshisekedi de dire non à ces brassages pour ne plus permettre l'impunité des criminels et que nous puissions changer et que ce pays puisse avancer autrement. Et dans ce livre, vous appelez les Congolais à aimer leur pays. Vous pensez que c'est parce qu'il n'y a pas d'amour ou c'est par manque d'amour que nous sommes arrivés là où nous sommes ennemis pour les malheurs de leur propre pays? Si tu veux détruire un peuple, détruis son éducation. Regardez depuis plus de 20 ans, le cours comprenait l'éducation civique, l'éducation politique, les patriotismes ont été enlevés dans les écoles. Et les Congos, si les Congos aujourd'hui, c'est parce que nous, dans notre génération, on nous a appris Tatabo Moko, Ekolobo Moko. Dans notre chair, si tu touches un Congolais de l'Est, moi, à Kinshasa, je ressens cette peine. C'est ça qui fait qu'à chaque fois, vous voyez, qu'ils essayent d'attaquer l'Est du Congo, quand ils voient qu'il y a des manifestations à Kinshasa, dans les ambassades, les gens manifestent, ça les interpelle, et ils disent c'est pas encore mûr. C'est ce que j'ai dit. Et ils tentent, ils essayent de voir est-ce que cette génération n'est pas passée, cette génération dont Mobutu a fait croire que c'est un seul pays, vous devez être un, uni, et aujourd'hui, depuis 20 ans, ces cours ont été carrément écartés pour que les gens puissent être prêts pour accepter l'inacceptable, c'est-à-dire la balkanisation de leur pays. Et vous avez également parlé de l'Omerta, donc du silence autour de la guerre en RDC, dans la partie est du pays, notamment autour de massacres à grande échelle qui sont perpétrés sur le sol congolais. J'ai fait allusion ici à la guerre des 6 jours à Kisangani, où 2 armées étrangères, UPDF de l'Ouganda et RDF du Rwanda, se sont affrontés sur les sols congolais. Et ces jours-là, selon les experts, près de 7 000 à 10 000 obus ont été tirés dans la ville de Kisangani, faisant près d'1 million de morts. Mais on n'en parle pas trop. Vous voyez la faute que nous, les Congolais, on n'est pas dans l'unisson. Et si on n'est pas dans l'unisson, on va être appelés à mourir ensemble, comme des cons. Alors que ça, c'est très grave. Regardez dans le monde, où est ce pays qui a subi cette humiliation-là, où 2 armées étrangères viennent dans un pays d'autrui, se battre sans les autochtones du pays, c'est partager, c'est discuter les minéraux d'un autre pays. Ça ne se fait pas. Et les gens veulent, la communauté internationale veut qu'on leur donne d'autres preuves. Quelles preuves on va leur donner? On n'a que ça, on n'a que le Congo. Les Congolais doivent savoir qu'on n'a que les Congos comme patrie. C'est la terre de nos ancêtres. Nous devons avoir la valeur de la terre. Nous avons un déficit communicationnel. Dans l'historicité de notre pays, nous devons entamer cette partie-là, l'introduire même dans les cours. Essayez vraiment, vous, la RTNC, ce que vous faites là, je vous en félicite. D'ailleurs, parce que là, vous m'avez appelé, vous avez vu les livres, vous avez lu les livres, vous m'avez appelé pour ce que vous faites. Je vous remercie parce que c'est la sensibilisation qu'on est en train de faire. J'espère que ça ne sera pas seulement la RTNC, j'espère que ça sera d'autres entités, les officiels avec qui on va parler, pour qu'en fait, on puisse utiliser ces livres pour essayer de le propager partout, pour qu'en fait, les Congolais puissent avoir la conscience, même lire, faire des émissions de la télévision où quelqu'un fait la lecture en lingala et traduit en notre langue nationale, où les gens peuvent écouter, suivre. Même nous, maman, on peut lire en français avec un traducteur. On fait des émissions en lisant et les traducteurs en Swahili, à Kikongo, à Chiluba, à Lingala, pour les populations qui puissent comprendre qu'est-ce qu'on a écrit, de quoi on parle de notre pays. Ça ne peut pas être seulement pour les gens qui ont été à l'école, qui parlent français, parce que le français n'est pas notre langue véhiculaire. Donc, nous devons faire un effort. Mais ça à moi seul. Moi, je fais ma part. Nous avons écrit ces livres, ce n'était pas facile. Nous recevons des menaces, même sur mon téléphone. Nous recevons même des menaces des numéros 200 du Rwanda qui m'appellent. On me menace, ça je le sais. J'assume mon choix. C'est un choix patriotique que je fais pour ma part, de faire. Nous sommes plus âgés que Lumumba. L'âge que j'ai aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? J'ai plus de 50 ans. Lumumba est mort à 35 ans. Qu'avons-nous? L'homme doit se poser la question. Qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? Au lieu de toujours être en train de réclamer, qu'est-ce que le pays peut faire pour moi? Voilà. Donc, que chacun de nous participe. Les gens sont toujours dans des futilités au lieu d'être dans l'essentiel. Dans votre livre, vous considérez cette limitation, CNDP, M23, vous considérez cela comme étant un serpent, n'est-ce pas, donc, qui s'est mis sans perdre
le venin. Vous parlez de Bosco Tanganda, après son arrestation, c'est Nkunda Batouare qui prend les relais, et aujourd'hui on parle de Sultani Makenga et de Bertrand Bissimois. Loin de moi l'idée de faire leur apologie ou leur publicité ici. Je voudrais savoir pourquoi jusqu'aujourd'hui il n'y a aucune sanction sérieuse, aucune initiative sérieuse pour condamner, par exemple, Kagame, parce que derrière le M23, vous le savez, c'est le Rwanda. Même les rapports des Nations Unies l'ont attesté, que c'est la forte présence des militaires rwandais sur le sol congolais. Et les derniers rapports du Conseil de sécurité des Nations Unies fait état de 3 000 à 4 000 hommes de troupes sur le sol congolais. Pourquoi ne pas condamner directement Kagame? Vous savez, c'est là où le complice existe. Alors, nous devons plutôt se poser la question, pourquoi nous, Congolais, ne nous organisons pas pour que Kagame soit condamné? Vous savez, c'est là où je vous parle un peu des phénomènes combattants que je voulais dire tout à l'heure. À l'époque, quand on nous tuait, à l'époque, il y avait 18 ans ici, il y avait aussi ici, n'oublions pas, il y a eu des fosses communes de Maluku, n'oublions pas, il y a des armes qui ont crépité à l'aéroport d'Indjili ici, où on parlait que c'est les M23 qui tiraient ici, Indjili, qui ont été loués par le gouvernement pour tuer les Congolais. Et tout cela a suscité ce qu'on appelle le phénomène combattant en Occident, à l'époque. Et ces phénomènes de combattants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait tellement de bruit que l'Occident a compris qu'il y a un problème. Vous imaginez qu'en plein Paris, il y a eu des brûlures de voitures dans le périph' par des Congolais. On va parler de l'activisme de la diaspora. Il y a eu les brûlures de voitures. Il y a eu des Congolais qui se sont présentés en résidence du Premier ministre congolais avec femmes et enfants. Dormis dehors. Oui, voilà, mais c'est pour ça que je dis qu'il faut parce qu'il faut commencer par rendre hommage d'abord à ce qu'ils ont fait. Et c'est ça qui a fait connaître la souffrance du peuple congolais politique et crime à certaines diasporas. C'est ça qui a fait que les gens ont changé et ont été un peu changés. C'est pour ça qu'il y a eu l'alternance politique au Congo. Sinon, il n'y en aurait pas. Et cette pression-là, c'est pour cela que nous interpellons aussi la diaspora, pour qu'en fait, cette fois-ci, qu'on puisse parler du livre, qu'on puisse faire comprendre aux Congolais que nous avons besoin de cette diaspora aussi à l'étranger, et nous-mêmes aussi à l'intérieur. Une diaspora agissante. Une diaspora agissante économiquement, politiquement, pour parler plus pour l'intérêt positif de notre pays. Parce que quand nous sommes divisés, c'est là où l'ennemi s'engouffre au milieu de nous. Puisque vous parlez de la diaspora contribue énormément dans l'assiette fiscale de la République démocratique du Congo, surtout pendant les périodes de fête. Même en temps normal, la diaspora envoie beaucoup d'argent au pays, ça passe par de messagerie financière. Dans le livre, vous entrevoyez la création d'une banque de la diaspora. Pourquoi faire? En fait, j'ai moi-même, en tant que quelqu'un ancien de la diaspora, j'ai interpellé mes frères pour que nous soyons une diaspora agissante. Si vous allez dans d'autres pays comme le Mali, ils ont une banque de la diaspora. Au Maroc, ils ont une banque de la diaspora. La diaspora congolaise, nous sommes en train de vieillir. Nous avons commencé la plupart à travailler, ceux qui travaillent en Europe, on travaille à un âge avancé. Donc leur retraite sera minimum. Et que nous devons aussi, nous avons laissé nos familles ici, le pays est en train de partir, nous devons participer. Aujourd'hui, l'économie congolaise n'est plus entre nos mains. L'économie congolaise est entre les mains des expatriés qui nous ont tout pris. Même les œufs. Il n'y a même pas de banque congolaise. Il n'y a même pas de banque d'investissement congolaise. Il n'y en a même pas. Donc nous avons tout perdu. Celui qui contrôle ton ventre, contrôle ton mental, contrôle ta vie. Et nous ne devons pas accepter cela. C'est pour cela que j'en appelle à la diaspora. Avec des projets que le gouvernement nous accompagne avec la diaspora pour que chacun des diasporas, celui-là qui met $1000, celui-là qui met 1000 euros. Vous n'êtes plus parti de la diaspora parce que vous installez. Oui. Moi, depuis longtemps, je suis ici depuis 2006, je suis définitivement retourné à Kinshasa. Nous demandons que que chacun de nous qui est de la diaspora, mais je peux participer à la banque, que nous mettons l'argent. Je ne pense pas à Félix Tshisekedi qui est un ancien de la diaspora aussi. Si par exemple, je leur ai dit dans le livre, si par exemple nous réussissons à réunir 15 millions de dollars et que pour ouvrir une banque il faut 25 millions de dollars, nous allons parler au président Tshisekedi pour qu'il nous permette, on ouvre une banque, cette banque va seulement créer l'emploi, pas seulement créer l'emploi, mais nous aurons le pouvoir financier pour financer des projets de la diaspora qui feront le retour au pays. Et ça va booster l'économie. Et pour le pays, j'ai proposé, toujours dans le livre, je propose qu'on puisse créer la banque d'investissement congolaise. Il n'y a pas de banque congolaise. À travers, on peut partir de FPI,
qui engrange l'argent que nous mettons et les participations privées, FPI par à banque d'investissement. Avec un taux d'intérêt de crédit qu'on accorde. Non, un taux de crédit minimum pour permettre que quand quelqu'un prend le crédit, qu'il ait la possibilité de rembourser et que ça va booster l'économie, ça va permettre que nous puissions être compétitifs. Parce qu'aujourd'hui, toutes les banques ne nous appartiennent pas et il y a des taux parallèles. C'est-à-dire quand c'est un Indien qui va aux banques des Indiens, les taux d'intérêt sont basses. Quand un Libanais va dans leur banque, les taux de... Mais quand un Congolais va, et tout ça c'est pour écarter les Congolais dans les games, dans les jeux, et nous n'avons pas aujourd'hui un Congolais digne de ce nom qui est capable de faire face à cette... Claude Malouma, votre livre, c'est une mine d'or, 382 pages, génocide au Congo pour votre confort. Ce n'est pas une mince affaire, il y a beaucoup à dire. J'ai vu beaucoup de sujets que vous avez abordés dans cet ouvrage. Félicitations à vous. Ça vous a pris combien de temps? Ça m'a pris plus ou moins 3 ans à 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans que j'ai écrivé, que j'ai fouiné. C'est pour ça que quand vous voyez les généraux rwandais et tout, donc je le faisais vraiment en sourdine. Il y avait juste quelques personnes intimes à moi qui savaient que j'étais en train d'écrire. C'était vraiment fermé parce que nous savions clairement que si nous parlions en avance, ça allait créer il y avait beaucoup de frustration et ces gens sont très dangereux. Ils cherchent toujours à interdire et je l'ai vécu en France en cherchant à publier le livre. C'est là où j'ai senti vraiment que c'est pas de la blague. Ces gens se sont organisés dans les lobbies pour empêcher les Congolais de porter leur voix plus haute que ce qu'ils disent. Je ne sais pas si vous avez un message à passer, un sujet sur lequel on aurait pu se pencher et qu'on n'a pas développé. Et vous avez quelques minutes avant de vous séparer. Aux Congolais, je leur dis tout simplement, M. Oscar, nous devons faire comme d'autres pays qui ont eu à subir ces genres des affres, ce type de guerre où les attaques par procuration internationale ou d'autres pays sont utilisées pour les détruire. Dans notre cas, c'est le Rwanda, principalement. Il s'agit de M. Kagame lui-même, qui est l'instigateur, le planificateur, le bras séculier qui fait cela. Et que les Congolais doivent savoir que nous devons enlever. Vous avez vu dernièrement, le président américain vient de dire, actuellement, Joe Biden, qui vient de dire que le problème des Congolais, ce n'est pas la guerre, l'invasion du M23, c'est le problème, c'est la gouvernance. C'est normal. C'est là où ça doit nous interpeller parce que les M23, les États-Unis, les amis de Kagame sont des démocrates. Et le Joe Biden, c'est un démocrate. Les amis de Kagame, c'est qui ont créé la guerre au Congo. C'est Bill Clinton, Madeleine Albright, leur clique des démocrates. Et que, quand ils nous ont créé la guerre de ce pays, dans leur plan, ça a été planifié depuis longtemps. Quand ils nous ont créé la guerre de ce pays, c'était dans le plan que tout le budget du Congo va aller dans la guerre, va acheter des armes pour défendre le pays. Et il n'y aura pas assez d'argent pour que le président Tshisekedi s'occupe du social, des routes et tout. Et eux, ils vont profiter de cela pour essayer d'anticiper ce qu'ils sont en train de faire dans les réseaux sociaux, parler de l'économie. Donc Joe Biden est en train d'accomplir seulement le plan qui a été... C'est ce qu'on avait découvert, que c'est dans leur plan, c'était nous distraire avec la guerre, où le président Tshisekedi se dira, je ne peux pas être celui qui a bancarisé le pays, je dois défendre le pays, mettre de l'argent pour défendre le pays. En attendant, nous allons manquer de budget à répondre aux besoins sociaux. Pour enlever ces gens, j'interpelle les gouvernants, j'interpelle le gouvernement, j'interpelle le ministre de la Justice, c'est lui que je vois maintenant qui est motivé, j'interpelle notre justice et le service que le président vient de créer à l'ANER contre les crimes économiques, d'être très efficace pour enlever ces gens, les mots de la bouche qui nous parlent de mauvaise gouvernance. Si aujourd'hui quelqu'un vole, qu'on le punisse sévèrement pour qu'en fait ces gens ne puissent plus avoir des arguments à nous dire. Nous savons que notre argent part à la guerre, mais nous savons que les communications que nous sommes en train de s'insulter, de propager dans nous-mêmes, propager des nouvelles dans les réseaux sociaux, tel a volé l'argent, même si c'est des vrais, même si c'est des mensonges, la justice devait se tenir pour punir ces gens-là sévèrement, pour enlever les arguments à ces gens-là. Vous savez, en Chine, le président Mao a gagné la guerre par la sensibilisation contre les Japonais, contre les Occidentaux qui utilisaient les Japonais. Donc, ils ont organisé une sensibilisation à la population. Je demande au gouvernement
de nous contacter pour qu'on organise une sensibilisation à partir de ces livres, pour qu'en fait tout Congolais puisse prendre conscience que nous devons s'unir pour combattre avec véhémence, avec la dernière de notre énergie, tout Congolais, défendre la terre de nos ancêtres. Parce que ça ne peut pas être dans notre époque que notre pays sera divisé. Nous devons dire non. Nous devons défendre notre pays avec tout ce qu'on a, avec notre énergie. Chacun doit faire sa part. Moi, j'ai fait ma part dans ce livre. Vous voyez, beaucoup de gens m'appellent. Ah, mais il faut prendre des précautions. Il faut avoir des gardes du corps. Je suis seul, je me promène seul. Je demande à la conscience de tout Congolais de défendre l'intérêt de son pays. Que l'on soit là ou pas, c'est le Congo qui est plus grand que nous tous. Qu'on soit là ou pas, c'est le Congo qui gagne, c'est le Congo qui est plus grand, que nous devons défendre chacun à son niveau. Merci Claude Malouma. Je rappelle que vous êtes un opérateur économique, vous êtes patron, administrateur général du groupe Malouma, installé en République démocratique du Congo. Vous avez vécu pendant longtemps au Canada, à Montréal. Vous êtes un Congolais de la diaspora, mais Congolais de souche, parce que vous vivez à Kinshasa. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci surtout à vous tous qui nous avez suivis. À la prochaine occasion. Merci.